Bonjour, bienvenue à tous nos participants et bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH et RH Matin avec notre partenaire Performance. Alors, avec un panel d'experts, nous allons aborder le thème de la transformation du management. C'est un sujet impactant au regard de la période mouvementée que nous vivons avec la crise Covid-19 et les bouleversements induits en termes d'organisation d'entreprise. Alors, dans un monde marqué par la nécessaire mobilité et flexibilité, le leadership en entreprise change avec 3 mots-clés: ouverture, écoute et bienveillance. Je me présente, Philippe Guerrier, je suis rédacteur en chef de RH Matin, également en charge des technologies pour Newstank RH. Je vais laisser aux intervenants le soin de présenter les contours de leur fonction et de leur structure. Je vais commencer par Michel Barabel, qui représente Sciences Po Paris. Michel, est-ce que vous pouvez nous donner davantage d'éléments sur votre profil? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Donc, Michel Barabel, professeur affilié à Sciences Po. J'ai la chance de diriger l'Executive Master RH. C'est un programme de 18 mois MBA pour accéder à des fonctions de directeur des ressources humaines. Et à Sciences Po, j'assure aussi la direction scientifique de certificats, dont le certificat Leadership et Management Complexe. Je pense que c'est l'une des thématiques qu'on abordera aujourd'hui. Effectivement, c'est un angle que l'on prendra en compte. Nous avons aussi avec nous 2 représentantes de groupe Servier que je vais laisser présenter. On va commencer par Bénédicte Biraud. Oui, alors bonjour à toutes. Donc, moi, je m'appelle Bénédicte Biraud. Donc, je suis de formation pharmacien plus un 3e cycle école de commerce. Et dans le groupe Servier, je suis responsable de l'université corporate Servier, qu'on appelle Servier Indiou. Donc, je m'occupe de développer, on va dire, on appelle ça les key people sur les sujets stratégiques pour le groupe. Merci beaucoup, Bénédicte. Nous allons passer à la deuxième Bénédicte qui intervient également sur ce webinaire. Bénédicte Cognier, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre profil? Oui, donc bonjour à tous. Bénédicte Cognier. Je suis scientifique de formation, j'ai un PhD chez Servier depuis une vingtaine d'années et principalement en R&D, en neurologie et neuropsychiatrie. J'ai rejoint l'équipe de Bénédicte Biraud, Corporate University, il y a presque 1 an maintenant. Voilà, le Corporate University fait partie de la DRH et du Learning and Talent Management, et nous, on est plus dédiés au Learning and Development. Merci Bénédicte pour ces précisions. Et nous allons passer à Dominique Duquesnoy qui anime avec nous ce webinaire au nom de Performance. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Donc Dominique Duquesnoy, j'ai l'honneur de diriger Performance. Donc notre expertise chez Performance est fondée sur la connaissance de l'individu au travail. Donc en fait, on étudie tous les facteurs de personnologie qui nous permettent à la fois de décrire, mais aussi et surtout de comprendre le comportement d'un individu en situation professionnelle. Donc à travers deux métiers, celui d'éditeur, donc d'éditeur de tests psychométriques, mais aussi dans l'accompagnement et le développement des compétences comportementales que nous appelons aujourd'hui par coquetterie les soft skills. Les soft skills, effectivement, qui résument bien la tendance actuelle dans la gestion RH. Je vais vous présenter les 5 séquences qui vont rythmer ce webinaire qui va durer 1 heure. On va commencer par une présentation de Michel Barabel sur la dimension de la transformation du management et les enjeux du monde. Nous passerons ensuite sur un double focus sur le cas du leadership model du groupe Servier. On aura à la fois une vision macro et des applications concrètes avec Bénédicte Biraud et Bénédicte Cognier. Nous aurons ensuite la vision de Performance sur cette dimension de transformation du management. Et donc, du coup, Dominique sera mis à contribution sur ce volet.
Nous aurons à la fin de ce webinaire 2 sessions de questions-réponses. D'abord, des questions thématiques sur cette dimension de transformation de management avec des réponses de notre panel d'experts. Et puis, une session de questions-réponses, mais cette fois-ci avec les participants, à partir des questions qui vont émerger sur l'espace de chat qui se situe à droite de l'interface du webinaire. Donc, vous avez bien compris, pour l'ensemble des participants, il est possible de poser des questions tout au long de cette session. Nous allons regarder tout au long du fil de la discussion les questions qui vont apparaître et on essaiera d'y répondre au maximum jusqu'à la fin de cette session de visioconférence. Et je tiens à préciser que ce webinaire sera accessible en replay ultérieurement sur la chaîne YouTube de RH Matin. Après cette introduction, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts et on va aborder un sujet passionnant sur cette transformation du management et d'abord avoir une vue un peu mondiale sur cette transformation qui bouleverse toute l'économie. Michel Barabel, je vous mets à contribution sur ce volet-là. Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur ce qui se passe dans le management dans le monde face à cette dimension de transformation que l'on observe à tous les niveaux? C'est une vaste question, Philippe, et j'imagine que je vais devoir résumer tout ça en quelques minutes. Donc, je vais malgré tout refaire un bref passage historique. Ce qu'on appelle le management, c'est le management traditionnel ou moderne. Il a été inventé et théorisé au début du XXe siècle. Tout le monde connaît peut-être Taylor, Fayol, tous ces grands auteurs, dans un contexte très particulier. On a une époque où le niveau d'éducation est bas, la distance hiérarchique au sein de la société est extrêmement forte, avec des niveaux de soumission, des problématiques de classe sociale avérées. On est dans un environnement concurrentiel plutôt oligopolistique, quelques grands groupes qui s'affrontent sur des marchés. Le niveau de mondialisation est relativement modéré. Le rapport au travail est central. Il est souvent question de travailler pour survivre et le travail est au cœur d'un projet de vie d'un individu. Le rythme des innovations est relativement lent. Il y a des innovations tous les 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et on parle, pour résumer cet environnement, d'un environnement de travail relativement stable. Le rapport au changement n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui et relativement simple à appréhender. En fait, une fois qu'on a fait un travail en profondeur, on comprend les règles du jeu, les facteurs clés de succès pour s'imposer sur le marché. Et cette vision du management, elle nous a structurés il y a un siècle, mais elle reste encore centrale dans de nombreuses organisations. Dans ce contexte, on a conçu un certain nombre de principes. Une élite, les dirigeants, ils ont le monopole de la prise de décision et de l'intelligence stratégique, des experts qui prescrivent et conçoivent le travail, des managers qui sont là pour contrôler, vérifier, organiser l'activité, le fameux carotte-bâton contrôler commande, et puis des collaborateurs qui sont là pour exécuter les décisions de ces managers avec un niveau d'initiative et d'autonomie extrêmement faible. Tout au long du XXe siècle, on a eu des mouvements de balancier entre des tentatives d'humaniser l'organisation et puis, dans le même temps, 5 ou 10 ans après, des tentatives de mettre plus de process, plus de bureaucratisation, plus de contrôle. Par exemple, l'école des relations humaines dans les années 30, c'est pour accorder plus d'importance à un leader inspirant et motivant. Et puis, les restructurations, le matriciel, c'est un mouvement de processus pour structurer l'organisation et générer plus de performance. À la fin du XXe siècle, les années 80-90, il y a tout un ensemble d'évolutions, la chute du mur de Berlin, l'accélération de la mondialisation, le réveil de la Chine, les transformations technologiques, le début de l'ère digitale, la montée des préoccupations environnementales ou de responsabilité sociétale de l'organisation, la montée des niveaux d'éducation des collaborateurs, la transformation de la population active, plus de cadres, un nouveau rapport au travail. Par exemple, l'INSEE nous indique qu'en 2021, pour la première fois en France, on a plus de cadres que d'ouvriers, on a plus de techniciens et d'agents de maîtrise que d'employés. Vous voyez, c'était 95% d'ouvriers et d'employés versus des cadres quand on a inventé le management. On résume tout ça autour d'un terme qui s'appelle le monde VUCA. Notre environnement est volatile, c'est une société liquide, les règles du jeu se réinventent tous les jours.
Donc, on ne peut plus trouver de facteurs clés de succès qui vont nous permettre d'être un leader pendant un certain nombre d'années. Il y a beaucoup d'incertitudes, on a du mal à se projeter à 3 ans, 5 ans, à faire de la stratégie. Il y a un niveau de complexité dingue, même les experts s'y perdent. Et puis, c'est un monde ambigu, il y a plein de signaux contradictoires. Dans ce contexte-là, la durée de vie d'une compétence, Dominique nous parlera des soft skills, mais c'est aussi vrai pour les hard skills, se réduit très fortement. On passe de l'ordre de quelques années à l'ordre de quelques mois. Le rythme des innovations nécessaires pour préserver sa compétitivité explose. On doit inventer tout le temps et de manière continue. Et on est dans un environnement hyper concurrentiel parce que la technologie permet à des startups, des scale-up, des licornes de rabattre les règles du jeu concurrentiel. Et les évolutions de cet environnement amènent 3 grandes évolutions dans le management moderne. Puis je vais les présenter, puis je vous repasserai la parole. Le premier, c'est que dans un environnement VUCA et hyper concurrentiel, l'opposition traditionnelle qu'on faisait entre le leader et le manager, en gros, le manager a une légitimité du fait de sa place dans l'organigramme, il est là pour contrôler, sanctionner, récompenser. Et le leader, c'est le grand homme inspirant, il est très rare, lui, il permet finalement de mener des transformations. On n'a plus de raison d'être. En gros, pour engager les collaborateurs, pour leur donner envie de travailler au sein d'une équipe, un individu doit à la fois faire preuve de capacité managériale, délivrer de la performance, et de capacité de leadership, créer un cadre de sécurité psychologique, donner une vision qui embarque les équipes. Donc déjà, notre proportion leader, manager, exécutant tombe totalement à nous. Mais dans un monde aussi où on doit innover sans cesse et où l'environnement est instable, pour être compétitif, on a besoin de l'ensemble d'un collectif, de l'ensemble des collaborateurs. On ne peut plus se dire que l'innovation, c'est le service R&D. On ne peut plus se dire que la prise de décision, c'est les grands chefs à plumes dans un COMEX. Tout le monde doit contribuer, tout le monde doit innover, tout le monde doit apprendre. Et donc, non seulement on a des managers leaders, mais qui deviennent tous des leaders de leaders. Et chaque individu au sein d'une organisation doit se révéler dans sa capacité à innover, à disrupter, à s'engager pour faire la différence. On ne privatise plus l'intelligence. Et la troisième grande évolution du management, c'est que finalement, on a une obligation tous de devenir ambidex. Donc, c'est pas simple. Alors, on connaît bien main droite, main gauche, mais ça veut dire exceller dans le présent et le monde de l'exploitation, exceller dans l'exploration pour préparer le futur, exceller dans le monde du présentiel, exceller dans le monde du distanciel et dans l'hybridité, exceller dans le delivery, le what, mais aussi dans les comportements et les soft skills pour pouvoir créer des collectifs. Donc, c'est plus dur d'être manager aujourd'hui dans un environnement dans lequel on attend d'un manager leader un certain nombre de postures, donc celle nouvelle qui émerge, une posture de servant leadership. Je suis au service de mon collectif. Qu'avant, mon collectif était à mon service et c'est moi qui les récompensais ou les réprimandais. Et puis, deuxièmement, je dois moi-même être un leader exemplaire, réflexif, me connaître et donc avoir des capacités d'avoir un recul très honnête sur soi-même en vue de savoir comment constituer les meilleurs collectifs possibles et les emmener les plus loin possible. Et ça, bien entendu, cette grande révolution, elle peut rendre le métier plus dur, donc faire moins rêver les jeunes générations. Il y a plus de challenges. Surtout que dans le même temps, il y a tout un ensemble d'attributs du manager, parce qu'on en disait que c'était la figure, l'enfant chéri du XXe siècle, les plus proches des patrons, avec un certain nombre d'avantages. Donc, c'est plus dur. Et puis, d'une certaine manière, il y a moins d'avantages. On est tous dans des bureaux en flex office. On n'a pas forcément tous des assistantes. On n'a plus forcément tous des voitures de fonction. Donc, une figure qui devient indispensable et encore plus qu'avant, plus dure, mais aussi avec moins d'éléments de rétribution, donc une crise du management. Et je pense qu'on en parlera après. Michel, merci beaucoup pour cette introduction passionnante. On mesure effectivement l'étendue des enjeux dans cette transformation du management, très marquée par une nécessaire vision à 360 degrés et aussi marquée par cette innovation qui ne cesse de s'accélérer. On va passer sur un cas concret avec le groupe Servier qui a monté un leadership model à travers l'université corporate de Servier. Bénédicte Biraud, je vous laisse la main pour nous expliquer votre démarche au sein du groupe Servier.
Oui, merci Philippe. Alors, moi, je vais rebondir vraiment sur l'introduction de Michel Barabel, puisque chez Servier, l'originalité de la transformation managériale dont on parle, c'est en effet la mise en place ou le déploiement d'un leadership model, mais destiné à l'ensemble des collaborateurs du groupe Servier. C'est-à-dire que tous les collaborateurs du groupe Servier sont appelés à exprimer leur leadership. Et le rationnel qu'il y a derrière, c'est exactement ce que Michel a expliqué à l'instant, c'est que l'entreprise de manière générale et la pharma en particulier, on est vraiment on baigne dans un monde VUCA, un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, les changements arrivent très très rapidement, etc. Et vraiment, l'entreprise pharmaceutique ne peut plus être dans une rigidité. C'est vraiment comme un organisme dans son écosystème. Si l'environnement change en permanence, cet organisme ne peut pas être rigide. Donc, il faut dérigidifier l'organisation et donc on passe d'un mode très vertical à quelque chose d'horizontal. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de placer du leadership à tous les niveaux de l'organisation. Et pour placer comme ça du leadership à tous les niveaux de l'organisation, eh ben, on va déployer un leadership model qu'on va déployer à l'ensemble des collaborateurs. Alors, pour faire ça, d'abord, c'est pas simple. On va vous en parler un peu, Bénédicte et moi-même. L'idée, c'est donc de le déployer auprès des 22 500 collaborateurs du groupe, mais également de le mettre dans l'entretien annuel qu'on a avec les collaborateurs, parce qu'il ne suffit pas non plus juste de le faire ruisseler sur l'ensemble de l'organisation. Encore faut-il que chaque collaborateur se sente véritablement concerné par ces comportements de leadership qu'ils doivent désormais incarner. Alors, dans cet entretien annuel, d'ailleurs, donc on parlait surtout du what, et donc là, on remet vraiment l'accent sur le what, mais également sur le how, c'est-à-dire sur les postures, sur les fameux soft skills dont parlait Dominique tout à l'heure. Ça veut dire que tous les collaborateurs du groupe Servier, pour créer cette agilité qui va être adaptée au monde VUCA, on attend d'eux non seulement qu'ils atteignent les objectifs what, entre guillemets, mais qu'ils atteignent aussi les objectifs how, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'inspirer les équipes, qu'ils soient capables de coopérer avec les autres, qu'ils soient capables de donner du feedback, de responsabiliser des équipes, mais aussi d'être responsabilisés. Quand ils pensent objectifs individuels, qu'ils soient capables d'aligner ces objectifs individuels sur les objectifs du groupe. Enfin, l'idée de ce leadership model, c'est vraiment de faire de chaque collaborateur un leader, et c'est un véritable pari d'une transformation culturelle qui est actuellement en marche au sein du groupe Servier. Alors, ça paraît comme ça assez simple en théorie. Dans la pratique, puisque c'est pour ça que vous nous avez invités, c'est pas si simple que ça en fait, de transformer une organisation qui était somme toute assez verticale en quelque chose de plus horizontal pour recouvrer l'agilité qui est nécessaire au monde VUCA dans lequel on baigne. Je dirais que la première chose qui est importante à partager, c'est qu'il ne faut pas faire un virage à 180 degrés. Il faut s'appuyer sur un socle, il faut s'appuyer sur quelque chose qui est déjà solide. Et ce socle, en fait, ce sont les valeurs du groupe. Et en fait, le leadership model tel qu'il a été construit dans le groupe Servier, il a été construit en mettant au cœur les valeurs du groupe Servier. Et sur la base de ces valeurs, en fait, il y en avait 4, il y a 4 valeurs dans le groupe Servier, ça a été décliné en 8 principes de leadership, et chaque principe de leadership a été décliné en 3 comportements de leadership, donc au total 24 comportements
de leadership. Donc, dans cette structure, en fait, c'est un rond comme ça, des ronds concentriques. On voit que vraiment au cœur de ce leadership model, au cœur de ce référentiel de comportement, il y a bien les valeurs du groupe. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important quand on entreprend une telle transformation culturelle. Et la deuxième chose qu'on voudrait souligner, c'est également qu'une transformation culturelle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient, ça prend du temps, c'est une tâche assez difficile. Alors nous, concrètement, par exemple, on a commencé en décembre 2020, et donc on est quasiment là à un an du déploiement, et on savait, on sait que ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas avec un coup de baguette magique. Il faut du temps pour défaire les règles implicites qui sont dans le groupe, il faut du temps pour remettre en cause des comportements inconscients, etc. Donc tout ça va prendre du temps, il y a un véritable accompagnement. À ce jour, nous, on n'en est qu'à une phase on a vraiment cascadé pour que l'ensemble des collaborateurs aient compris ce qu'était le leadership model, mais on a encore énormément de chemin pour qu'il y ait une véritable appropriation de ce leadership model. Mais donc là, Bénédicte Cognier va vous en parler plus en détail justement, mais on est vraiment convaincus. Ce qu'on vit aujourd'hui, là, à un an du démarrage du déploiement dans ce groupe, c'est qu'une transformation culturelle, quand elle est là, on voit qu'elle est en marche, qu'elle est en train de réussir, ça crée vraiment une dynamique nouvelle et qui peut conduire, je pense, à des résultats de performance assez stupéfiants. Merci. Peut-être que Bénédicte peut aller plus loin sur le déploiement du Effectivement, on va laisser la parole à Bénédicte Cognier pour préciser la portée de ce leadership model. Une petite précision, Bénédicte Biraud, on parle de quel effectif au sein du groupe Servier qui sont concernés par cette approche de leadership model? Alors, c'est vraiment les 22 500 collaborateurs du groupe. Donc, c'est l'ensemble des collaborateurs du groupe qui ont été appelés à adopter des comportements de leadership. Donc, on est bien à mettre du leadership à tous les niveaux de l'organisation pour justement essayer de créer cette agilité qui est nécessaire à la survie d'une entreprise dans un monde VUCA. Donc, la totalité. Merci beaucoup, Bénédicte Biraud. Bénédicte Cognier, vous pouvez nous apporter des précisions, du coup, des applications concrètes de ce leadership model appliqué au groupe Servier? Oui, alors moi, je vais vous expliquer concrètement déjà comment on l'a déployé, parce que comme le disait Bénédicte, 22 500 collaborateurs, tous collaborateurs et tous appelés à être leaders, 150 pays, des cultures, des mindsets différents, des degrés aussi de maturité par rapport à des changements qui sont différents, donc il faut en tenir compte évidemment. On avait une contrainte de temps aussi, puisque comme vous en a parlé Bénédicte, le AO fait partie de l'entretien annuel de développement. Donc, il fallait que ce nouveau référentiel ait finalement atteint l'ensemble des collaborateurs avant ces entretiens qui ont lieu chez nous entre juillet et octobre. Donc, on parle d'une première phase de 6 mois où il fallait qu'on puisse toucher les 22 000 collaborateurs. Une phase oui, il fallait les toucher, il fallait qu'ils puissent en avoir entendu parler et avoir commencé à le comprendre. Et il vous a dit aussi, notre modèle, il est assez complexe, somme toute, parce que 24 comportements, c'est très compliqué à retenir. Donc, on sait qu'on a aussi un gros travail d'ancrage mémoriel. Donc, très concrètement, en fait, cette phase ce déploiement, il s'est fait en 3 grandes phases. Une première phase de ce qu'on appelait le tipping point, où avec les HRBP, on a identifié les 700 top leaders, qui étaient également des managers, qui recevaient le message en premier, qui appréhendaient pour la première fois ce leadership model. Ça s'est passé sous forme d'une formation en 3 demi-journées au mois de décembre l'année dernière, avec des cas concrets, des échanges en groupe, pour pouvoir vraiment, d'une part, le mémoriser, mais également le comprendre. Et pendant cette formation, pendant ce tipping point, ils avaient aussi l'occasion de comprendre dans quelle mesure ils allaient aussi être responsables du cascading. Donc le cascading, c'est la deuxième phase. C'est vraiment des 700 top leader managers
à l'ensemble des collaborateurs. Et cette phase de cascading, elle était importante, puisqu'une fois encore, on avait en deadline l'entretien annuel. Et donc, ces 700 top managers formés en décembre ont eu l'occasion, au cours de séminaires, au cours de rencontres, sous le format qu'ils le souhaitaient, de partager et de parler de ce leadership modèle. Alors, nous, à Servient-New, on a mis à disposition des différents outils pour pouvoir, de learning, puisque c'est notre cœur de métier, pour pouvoir parler de ce leadership. Donc, les entretiens annuels ont eu lieu. Chaque collaborateur avait finalement avait entendu parler du leadership model et a pu du coup s'évaluer et discuter avec son manager de ce fameux AO, de ces soft skills. Et puis, ça ne suffit pas, on le sait, c'est long, on change de mindset, on a un nouveau référentiel, on a un référentiel commun, on sait que ça prend du temps. Et donc, la troisième phase de déploiement dans laquelle on est actuellement, c'est vraiment une phase de ce qu'on appelle nous la phase run, et c'est vraiment de l'ancrage mémoriel. C'est-à-dire qu'on va proposer au cours du temps différentes façons de mémoriser, de s'approprier, de concrétiser ce leadership model. Je vous donne des petits exemples. On a par exemple pour la mémorisation un quiz. On est dans la gamification, c'est vraiment pouvoir lier finalement les valeurs, les principes, les comportements, pour pouvoir vraiment savoir, comprendre comment ça s'organise. On a aussi un jeu de plateau où on va pouvoir discuter de ces leadership modèles avec des images représentatives d'un comportement, pouvoir en discuter, bien le reconnaître et en discuter en équipe. Ça, on est plutôt sur de la gamification. On peut aussi mémoriser en jouant sur les émotions. Et là, on met en place des petites storytelling. En fait, c'est des espèces de petits dessins animés où on va finalement raconter un comportement au travers d'une histoire. Un exemple très concret, c'est Fosbury. Fosbury, il a défié le statu quo, il s'est mis à sauter autrement en hauteur, et nous, c'est un de nos principes de leadership. Donc, très rapidement, on raconte cette histoire et on le relie à notre leadership model. Donc là, on est dans la mémorisation. Il faut aussi pouvoir le concrétiser. Et pour concrétiser, il faut montrer comment est-ce qu'on l'incarne. Et là, par exemple, on est en train de préparer, on est en tout cas en préparation des podcasts, et on va demander au top management de témoigner sur comment ils vivent tel ou tel principe de leadership sous la forme d'un petit podcast de 3-4 minutes. On a aussi des petites vidéos, pareil, format brut, très court, où on va demander à des collaborateurs Servier, ça s'appelle We Are de SLM, c'est notre nom de leadership, de voir comment est-ce qu'ils vivent dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle, tel ou tel principe de leadership. Et enfin, et comme le disait Bénédicte, ce qui est important, c'est aussi de s'appuyer sur les managers, parce que ce sont évidemment des managers et des leaders. Et donc, on a des outils qui sont un petit peu plus ciblés managers. Par exemple, on a des push mails. Et donc, régulièrement, les managers reçoivent autour d'un principe, des petits défis à faire, des explications et des références. Et puis, et je vais en terminer là, puisqu'on souhaite aussi les embarquer, on est en train de travailler sur un questionnaire de self-awareness. Alors, pour l'instant, c'est destiné aux managers. On verra si après, on le standardise pour l'ensemble des collaborateurs. Mais une fois encore, autour des 8 principes, avec mise en place d'un plan de développement à la suite de ce questionnaire et de ce qui en ressortira. Donc, vraiment, c'est des exemples très, très concrets. Ça se fait petit à petit, il faut pouvoir lier ce qui se passait à ce vers quoi on veut tendre. Et voilà, donc nous, on propose des exemples très, très concrets. Comme le disait Michel, on a besoin de l'ensemble des collaborateurs. Chaque collaborateur doit contribuer. Et c'est une façon qu'on a d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. Bénédicte Cognier, merci beaucoup pour ces précisions sur le leadership model au sein du groupe Servier. C'est vrai que c'est une application très, très concrète de ce modèle au sein d'un grand groupe pharmaceutique, et on mesure la portée de ce type de démarche dans un groupe avec d'une telle dimension. Dominique Duquesnoy, je vais me tourner vers vous. Vous êtes notre partenaire pour ce webinaire. Est-ce que vous pourriez nous donner votre vision de cette dimension de transformation du management
sous l'angle de performance. Oui, merci Philippe. Donc, effectivement, quels enseignements on peut tirer de toutes ces observations, de tous ces changements et toutes ces transformations qui s'opèrent? Déjà, un premier point. Alors, la notion de leadership n'est pas tout à fait la notion de management. La notion de management étant beaucoup plus centrée sur les activités, alors que la notion de leadership a, à travers son histoire, eu des contours autour de être ensemble, c'est-à-dire stimuler, développer les relations interpersonnelles, faire ensemble, développer les synergies, c'est-à-dire le volet impulsion en fait, et puis la notion aussi de aller loin ensemble, c'est-à-dire inspirer. Donc aujourd'hui, souvent on voit se mêler des attributs entre manager et leader, et tout ça peut être un peu confusant. Aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est que si on fixait des choses pour le leader ou le manager, et c'était pensé plutôt dans sa verticalité, c'est-à-dire dans quelque chose de descendant où les leaders étaient plutôt au sommet de la pyramide. Et ce qu'on voit à travers ce témoignage aujourd'hui, c'est que ce sont des choses qui s'aplatissent et que finalement tout le monde a une contribution. C'est-à-dire on dit dans ce monde complexe, pour imaginer le futur, eh bien on a besoin de toutes les contributions et pas simplement des contributions de ceux qui sont, enfin les élites ou ceux qui sont au sommet de cette pyramide. Donc là, c'est un vrai changement. Et donc, on va être effectivement moins centré sur les activités. Donc, il y a un premier point là qui interroge, c'est sur la notion de la vision même de la personne par rapport à son rôle et sa contribution, où on voit finalement qu'on doit sortir des éléments techniques de sa dimension opérationnelle pour une vision beaucoup plus stratégique qui appréhende les besoins globaux finalement de l'organisation, qui appréhende les besoins de ses équipes, qui appréhende les besoins de ses clients. Donc on change fortement les choses. Donc cette notion de vision interroge aussi, puisque finalement on sort dans le cadre de l'évaluation, on sort des modèles académiques, des modèles de personnalité, des modèles de motivation au travail, pour aller vers beaucoup plus ces notions de schéma de pensée, de schéma cognitif, c'est-à-dire la manière dont la personne se représente finalement son rôle et sa contribution au travail, et comment elle s'inscrit pour inspirer, stimuler, et au-delà du cadre prescrit de ses activités ou de ses tâches, où avant on était dans un monde finalement où il y avait un périmètre de tâches ou d'activités très précisé, bien délimité. Et aujourd'hui, on dit finalement tout ça est flottant, tout ça n'existe plus vraiment. Donc, combien de référentiels aujourd'hui posent le sujet de se confronter à des situations nouvelles, de l'apprentissage par rapport à ces expériences nouvelles, de finalement prendre des risques, prendre des initiatives, mais aussi le droit, ce fameux droit à l'essai ou droit à l'erreur, qui finalement impose le fait que on n'est pas sur quelque chose de bien délimité et qui interroge quelque chose qui est beaucoup plus, qui va au-delà de la personnalité. Donc, j'insiste sur cette notion de vision, vision de son environnement, vision de soi-même, comme l'a dit Michel aussi au départ. Quels sont mes atouts, quels sont les facteurs limitants, comment je comprends finalement le monde qui m'entoure et comment je peux faire évoluer justement ces représentations au travail. Donc, on voit bien que la notion de personnalité ne permet plus de décrire cette notion de leadership ou de management, que ça va bien au-delà, et on prend appui sur finalement des choses qui sont liées au schéma cognitif, des éléments qui sont liés au contrat psychologique, c'est-à-dire ma relation finalement avec l'emploi qui est assez bouleversée. Donc se pose véritablement la question de la clarté du concept de soi. Quand je pose ça, c'est-à-dire finalement, est-ce que je me connais bien?
Est-ce que je cherche à connaître les autres? On pose cette notion de confiance. Alors, par exemple, dans les référentiels où il y avait, il y a 20 ans ou 30 ans, on parlait de confiance en soi. Aujourd'hui, on parle de confiance dans les autres. C'est une nouvelle dimension qu'on pose. Compréhension de ses besoins, compréhension de ses difficultés, compréhension de ses verrous. On voit bien que là, la notion de leadership prend le pas sur la notion de management et que ça se diffuse partout dans l'entreprise et pas simplement au niveau des élites. Ce qui se joue pour moi, c'est vraiment la dimension collective. Avant, on avait un rapport à son travail qui était basé sur des stratégies individuelles, basé sur des stratégies d'évolution individuelle où le chemin le plus souhaitable pour soi, pour gagner plus d'argent, mais pour avoir plus d'influence, c'était la verticalité, passer manager. Aujourd'hui, on voit qu'on peut influencer les choses, même sur un périmètre qui n'est pas forcément celui du manager, ou exclusivement celui du manager. Donc, il y a cette dimension de collectif qui prend le pas pour développer la pensée critique, par exemple, pour produire des idées nouvelles, mais surtout pour s'adapter, pour se synchroniser, pour se coordonner vers un but commun. Donc, il y a des choses vraiment nouvelles qui apparaissent de ce point de vue-là. Ce qui interroge, et moi, c'est vraiment le point essentiel en rapport avec les organisations, cette notion de performance au travail. La performance au travail a souvent, ou trop souvent, été uniquement ou exclusivement regardée sur le scope de la performance à la tâche. Voilà. On avait des objectifs, et on était évalué sur la réalisation de ces objectifs et de manière assez sur des critères ou des données quantitatives. Aujourd'hui, ça interroge sur la performance contextuelle, ma capacité à m'adapter à des circonstances, à des changements qui s'opèrent, qui s'accélèrent, qui vont de plus en plus vite. Et donc, cette capacité à comprendre les codes politiques de l'entreprise, dans le bon sens du terme, à coopérer, à collaborer et à agir vers le but commun. Mais ça interroge aussi vers une autre performance, c'est la performance adaptative. Cette performance adaptative devient sûrement la clé. Donc, on ne peut pas, de mon point de vue, regarder uniquement dans le passé, dans le rétroviseur. Il faut regarder aussi dans le pare-brise sur les ressources internes, sur mes ressources, sur les ressources de mes équipes, à pouvoir s'adapter et à s'adapter collectivement. Et ça, ce sont des dimensions qui me semblent importantes aujourd'hui à prendre en compte. Autrement dit, et pour conclure sur ces points, ce qui se joue pour moi est important toujours au travail, mais comprendre ce qui se joue pour l'entreprise, mon organisation, comprendre ce qui se joue pour mes équipes, pour mes collaborateurs, pour les autres personnes qui contribuent dans d'autres services, comprendre aussi les besoins de mes clients. C'est un tout, c'est une vision globale et c'est ma relation à cette vision globale aujourd'hui qu'il faut poser dans l'entreprise pour passer finalement d'un rôle à une notion de contribution. Dominique Duquesnoy, merci beaucoup pour cette contribution dense. C'est vrai que c'était passionnant, hein, ces enjeux à la fois collectifs et individuels sur cette transformation du management. Il nous reste une vingtaine de minutes pour ce webinaire. Nous avons beaucoup de questions sur le chat et je remercie aussi Michel Barabel de commencer à répondre à certaines d'entre elles. On va passer à la première session de questions-réponses thématiques avec nos experts et on essaierait de garder un peu de temps avec nos participants pour qu'on puisse répondre à quelques questions sur le fil de chat. Il y avait une première question que l'on avait mis en avant sur notre invitation à ce webinaire, c'était comment former et accompagner les leaders. Alors, naturellement, je ne vais pas pouvoir donner la parole à l'ensemble de nos 4 experts pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur l'ensemble des questions qu'on voudrait aborder sur cette séquence. Mais je voudrais me tourner vers Bénédicte Biraud et Bénédicte Cognier pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur cette dimension, comment former et accompagner les leaders. Bénédicte Biraud, je me propose de revenir vers vous pour commencer cette première réponse. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, comment former et accompagner les leaders? Donc, encore une fois, comme
nous, les leaders, c'est l'ensemble des collaborateurs. J'aurais tendance à transformer la question en disant comment former et accompagner l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils développent des comportements de leadership. Alors, d'abord, dans le comment, on comprend bien que ça prend du temps et que ça demande beaucoup d'énergie. Alors, au sein du groupe Servier, nous, on s'appuie sur tout un écosystème de formation qui existe à la fois au niveau du siège, ici en France, mais aussi dans l'ensemble des filiales ou des sites à travers le monde. Donc, on a des très bons contacts, on a des relations très fortes avec les formateurs à travers le monde qui sont des formidables relais pour pouvoir justement relayer des programmes de développement dans ce sens-là, et toutes les actions très concrètes dont parlait Bénédicte Cognier à l'instant dans la partie run du Servier Leadership Model, donc pour l'ancrage mémoriel des 24 comportements, des 8 principes. Donc on s'appuie vraiment sur cet écosystème de formation à l'international. On a également, d'une manière générale, ce qu'on a fait, c'est que toutes les formations en développement personnel qui étaient au catalogue de formation ou qui sont délivrées pour accompagner les équipes, etc., on les a placées désormais sous le prisme du leadership model. Donc ça, je pense que c'est aussi un sacré relais pour pouvoir véhiculer ce leadership model. Après, on compte beaucoup, Bénédicte en parlait tout à l'heure, sur le relais managérial, c'est-à-dire qu'on responsabilise le manager en tant que responsable d'équipe pour pouvoir diffuser, pour pouvoir accompagner les membres de son équipe vers les différents comportements de leadership qui sont attendus, et notamment au moment de l'entretien annuel où il y a une véritable conversation, ça cristallise en tout cas une conversation entre le manager et les collaborateurs sur les comportements attendus. Et il y a aussi, je pense, on a mis en place une culture du feedback qui est hyper importante et qui permet justement, qui a permis de libérer la parole et qui a permis de faire du feedback soit horizontal, entre pairs, soit vers le haut, soit vers le bas dans l'organisation, et de pouvoir souligner que telle personne avait véritablement le bon comportement. On dit, ah ouais, ça c'est un vrai comportement de leader, là tu t'es vraiment comporté comme un leader, c'est exactement ça qu'on attend de toi, etc. Et ça, c'est quelque chose de très vertueux dans le développement. Donc on voit bien, c'est à la fois des programmes de formation qui sont établis, et puis il y a tout un environnement, toute une façon d'accompagner les collaborateurs pour qu'ils prennent conscience de ces comportements et qu'ils cherchent à les incarner. Alors, ils ont le droit à l'erreur, évidemment. D'ailleurs, le droit à l'erreur, ça fait partie du leadership model. Donc, tout ça se fait avec beaucoup de bienveillance. Et je crois qu'il y a un vrai accompagnement parce que les gens ont compris aussi qu'il y avait du sens derrière tout ça. Il faut aussi donner du sens. Les collaborateurs ont compris qu'une organisation trop rigide n'est plus adaptée à l'environnement VUCA, et chacun prend, je pense, avec plaisir, accueille avec plaisir les nouveaux comportements et principes de leadership qui sont développés dans ce leadership model. Bénédicte Cognier, vous vouliez apporter des précisions sur cette question ? Je pense que ce qui est important, c'est de revenir à l'essence même du leadership model, qui est qu'on a un référentiel commun et du coup un langage commun. Et ça facilite du coup tout ce qui est transmission, formation et partage. Donc c'est vraiment important ça du coup, le dialogue se fait à travers ce prisme-là, et c'est vraiment comme le disait Bénédicte, le feedback, toute discussion, toute évaluation, toute prise d'initiative peut être vue à travers ce référentiel qui est un référentiel commun à tout le monde. Donc c'est vrai que ça facilite la transformation. C'est extrêmement puissant.
Merci beaucoup pour ces éléments, à la fois Bénédicte Biraud et Bénédicte Cognier. Dominique, je me tourne vers vous pour une autre dimension que je voulais aborder avec vous sur les compétences clés pour le manager de demain. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur ce sujet, sur ce profil du manager du futur? Oui, je vais être rapide sur ce point. Vous avez des inventaires qui figurent dans la littérature, sur les médias web, sur les compétences du 21e siècle, etc., etc. Alors, moi, je vais résumer en une métacompétence qui est la vision de soi, c'est-à-dire la vision qu'on a de soi et la vision qu'on a de son environnement et des autres. Donc, je résume ça en disant que finalement, la principale compétence, c'est se connaître et connaître les autres. Donc, et ça emmène à cette notion de conscience individuelle et de conscience collective. Et pour répondre, alors c'est un parti pris que j'aimais là, c'est en termes d'apprentissage ou comment développer les compétences du leader, c'est vraiment développer le niveau de conscience sur soi et le partager avec pour aller vers une conscience collective, pour imaginer des alternatives futures, pour comprendre le mécano qui s'opérait dans la réalisation de certaines activités et de développer la pensée critique. Donc, je pense que c'est la clé pour moi du développement. La clé de la compétence, c'est cette vision de soi et comment elle se connecte finalement à la vision des autres pour imaginer le futur. Donc, pour moi, ces éléments clés. Après, tout cela peut permettre de produire des idées nouvelles, peut permettre de mieux collaborer, peut permettre de mieux se synchroniser avec les autres, peut permettre aussi de favoriser le aller loin ensemble, faire ensemble et le être ensemble. Mais la métacompétence qui me semble clé, c'est se comprendre et comprendre les autres et élever notre niveau de jeu par rapport à ça, en revisitant ses propres expériences et en essayant de se projeter en partageant avec les autres. Merci Dominique pour ces réflexions. Michel Barabel, vous souhaitiez aussi intervenir sur cette question des compétences clés pour le manager de demain. Vous détermineriez lesquelles de votre côté? Philippe, oui, je voulais initialement, mais je vois qu'il est 47 et je vois qu'il y a des questions sur lesquelles il y a des 31 demandes. Donc, j'aimerais bien moi, plutôt répondre à cette question centrale sur est-ce qu'on parle toujours de VUCA ou est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un monde qu'on qualifierait plutôt de BANI, B-A-N-I, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce nouvel acronyme. Oui. Ça va me permettre de pouvoir relever 3 points qui m'apparaissent importants. Dans le monde du management, on vit au rythme des modes. Et les modes succèdent aux modes. D'ailleurs, Dominique le disait un peu ironie, soft skills aujourd'hui, on inventera peut-être un autre terme et ainsi de suite. VUCA, ça a été inventé en 84 par Bennis et Nanus, des chercheurs américains, et en 89, l'armée américaine s'est réapproprié le sujet pour former ses officiers à une réalité qui était de dire que la guerre avait changé, l'ennemi pouvait venir de l'intérieur, il fallait une intelligence de situation pour réagir sur le terrain plutôt que de respecter un plan de charge. Et petit à petit, et ça fait quand même maintenant 40 ans que le concept existe, on a adopté VUCA pour qualifier notre environnement. Depuis très récemment, quelques mois, Jaime Cassio, qui est un prospectiviste, dit, c'est souvent le cas quand on lance des modes, oubliez le modèle précédent, il est plus adapté, voilà un nouveau modèle. Donc, nous propose plutôt de qualifier notre environnement en utilisant le terme BANI. BANI comme brittle, à savoir notre environnement est beaucoup plus fragile qu'on le croit, c'est-à-dire que même si tout a l'air de stabiliser, à tout moment, il peut y avoir effondrement. A comme anxious, les gens ont des niveaux de stress et la peur finalement des grandes peurs qui se révèlent par rapport à notre environnement. N comme non linéaire, à savoir qu'on peut plus
il y a des ruptures en fait, hein, et à tout moment, les règles du jeu peuvent se réinventer. Et I comme incompréhensible, on n'arrive pas à savoir concrètement les choses qui peuvent se passer. Moi, j'oppose pas en fait VUCA et Bani. Je les trouve complémentaires et de manière générale, je trouve qu'on devrait renoncer au mode et plutôt chercher à agréger des nouvelles évolutions dans le monde du management plutôt que de les opposer. À savoir que VUCA, il est très critiqué. Hein. Moi, dans mon nouveau bouquin, j'ai 5 pages sur les critiques faites au monde VUCA parce qu'il mélange effectivement des réalités, un degré de volatilité, ça se mesure, et puis des perceptions d'un individu. Le degré de complexité, c'est tout relatif. Pour certains, le monde peut être plus ou moins complexe. Mais ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que, en fait, très clairement, c'est intéressant de combiner VUCA et Bani, voire VUCA 2.0. Vous regarderez, vous intéresser, c'est-à-dire que d'intégrer qu'effectivement, et ça, je pense que c'est un fait, le niveau d'incertitude, de volatilité, d'ambiguïté, de complexité s'accroît. Mais que dans le même temps, effectivement, la caractère non linéaire et fragile de notre environnement fait, comme par hasard, c'est des mots à la mode, que les questions de résilience organisationnelle, de faire le deuil de ses compétences passées, la capacité à aller adopter finalement des postures nouvelles ou à miser plus que par le passé sur certaines dimensions collectives du management sont clés. Donc, Bani est extrêmement intéressant. Fusionnons Bani et VUCA et puis toute possibilité de caractériser notre environnement parce que c'est un moyen pour l'individu de mettre des mots sur ce qu'il vit. Et effectivement, si on lui dit, on est passé d'une société solide à une société liquide et que derrière, on a l'impression que tout va bien, peut y avoir des effondrements brutaux, c'est intéressant intellectuellement pour comprendre certaines situations. Et faisant plutôt des grilles de lecture pour mettre des mots sur un environnement qui nous amène après à adopter un certain nombre de comportements. Moi, c'est comme ça que je vois et que je lis les lectures. Et donc, ça m'amène à une deuxième réflexion, et je m'arrêterai là parce que le temps file, c'est que tous les modèles managériaux sont pour moi des lunettes que doit chausser un individu face à une situation. Je suis un fan du management contextuel et de l'intelligence de situation. Par exemple, pour moi, Taylor n'est pas mort, c'est-à-dire que dans un contexte donné, pour délivrer de la performance, le courage managérial, engueuler un collaborateur qui n'a pas bossé, oui, ça fait partie des fondamentaux du management. Et on n'a pas basculé dans un monde du bisounours où il faut dire à tout le monde, vous êtes formidable, je crois en vous, aimez-vous les uns les autres, parce que ça génère des catastrophes managériales. Mais à contrario, cette capacité à avoir différents registres, à analyser de manière intelligente une situation pour pouvoir se dire, là, je chausse mes lunettes de l'empathie, là, je chausse mes lunettes je vous fais confiance, là, je chausse mes lunettes que je suis sur mon navire et je vais vous dire que les gars, dans la tempête, je serai sur le pont. Être manager, c'est avant tout ça, plutôt que de chercher des recettes illusoires du type, si vous êtes bienveillant, à tous les coups, vous serez un bon manager. Si vous autorisez le droit à l'erreur, à tous les coups, votre collectif sera plus innovant. Ça, je crois que c'est une caricature trop simpliste. S'il y avait des recettes en management, ça ferait très très longtemps qu'on le saurait, qu'on formerait les gens et que ça serait formidable, alors qu'on voit que, quelles que soient les formations, les défis sont colossaux et les erreurs sont toujours possibles. Merci Michel pour ces éléments. C'est vrai que c'est des sujets passionnants et merci de décrypter l'ensemble de ces acronymes qui ne sont pas forcément super évidents effectivement à appréhender au départ dans un monde très 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 complexe. Il nous reste presque 6 minutes pour ce webinaire, donc il va falloir qu'on accélère un peu sur les questions. Je propose de me concentrer sur celle de nos participants pour développer un maximum l'interactivité avec les personnes qui participent à ce webinaire. J'avais une question pour le groupe Servier qui est revenu sur le fil de discussion sur comment développer l'acculturation justement de ce leadership modèle. Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur la manière dont vous diffusez finalement ce message au sein du groupe Servier
Bénédicte Biraud, je reviens vers vous sur ce point-là. Oui, alors la diffusion, enfin, je ne sais pas ce qui est sous-entendu dans cette question, si c'est une diffusion en termes de communication ou une diffusion en termes de... Communication et acculturation. Et acculturation. Alors, communication, donc ça s'est fait en parallèle avec les phases dont parlait Bénédicte Cognier tout à l'heure, lorsqu'il y a eu le tipping point avec les top 700, puis le cascading, puis maintenant on est en phase de run. Parallèlement à cette approche en 3 temps, il y a eu la communication évidemment qui nous a accompagnés pour pouvoir diffuser ce Servier Leadership Model. Mais encore une fois, la communication elle est importante. Moi je fais souvent la différence entre information et formation. Il y a 2 petites lettres, hein, IN. On peut informer sur le Servier Leadership Model, on peut informer sur un référentiel de OK, donc les gens vont en prendre connaissance, vont en prendre conscience, mais la formation, c'est autre chose. La formation, véritablement, c'est faire en sorte que les personnes l'entendent, le comprennent, mais soient capables également de se l'accaparer et pouvoir interagir avec la personne qui le forme. Donc, ça a été vraiment un partenariat entre la formation et la communication. Je crois que c'est vraiment très, très important. Et un relais avec le management, ça, je pense que c'est important parce qu'en fait, dans notre histoire, on est un peu en train de dire que le manager n'existe plus. En fait, il ne faut pas se jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que le manager se transforme en leader, les collaborateurs sont aussi des leaders, donc tout le monde dans le groupe peut exprimer son leadership, mais il n'empêche que le manager existe, le manager est présent, le manager a un rôle, et il a justement aussi un rôle pour communiquer et véhiculer ce leadership model auprès de ses équipes. Et est-ce que vous savez comment évaluer ce niveau d'acculturation ? Alors pour le moment, on se sert surtout de notre entretien annuel qui nous permet justement de prendre la température sur cet aspect-là. C'est très difficile de mesurer la transformation culturelle dans un groupe parce que de toute façon, comme c'est quelque chose qui est lent, qui est long, qui est variable, bon, pour le moment, on n'a pas des KPI très précis pour pouvoir le mesurer. Bénédicte Cognier, vous voulez rajouter un commentaire sur ce point ? Oui, un KPI qui a ses limites, mais au moment justement de la phase de cascading, on avait mis à disposition un e-learning d'une 30aine de minutes et on a pu quand même suivre le nombre de connexions à ce e-learning. On a vu que l'ensemble des collaborateurs avaient eu accès à cette info. Alors, une fois encore, on reste dans l'information. C'est du e-learning, donc on fait un pas vers la formation. C'est un KPI qui a ses limites, mais c'est une des données. Et évidemment, comme le disait Bénédicte, notre relais, c'est vraiment les managers et donc et nos traîneurs. Et donc voilà, là, on les envoie, mais pour l'instant, le retour se fait pas. Ou en tout cas, il n'est pas encore palpable. On est vraiment tout au début. Donc les KPI, on les verra effectivement au fur et à mesure. Il y a un REX là qui est en cours justement sur le lien entre entretien de développement, entretien annuel de développement et ce Servier Leadership Model. Donc ça va être aussi un moyen d'évaluer ça. Merci Bénédicte Biraud et Bénédicte Cognier sur ces précisions. Je vais me tourner vers Michel Baravel et Dominique Duquesnoy pour une dernière question sur la dimension de l'intelligence collective au service de la transformation du management. On a déjà beaucoup abordé cette dimension-là, mais on voit bien qu'avec l'évolution du monde économique et cette innovation qui se veut de plus en plus collaborative, participative, parfois même en mode open innovation, pourquoi pas, quel est finalement le rôle, l'importance de cette dimension d'intelligence collective dans cette transformation du management ? Michel Baravel, je commence par vous. Ok. Elle est fondamentale, elle est clé. Quand on regarde les principales recherches, en tout cas celles que je mène, on voit que la performance durable
passe par de la performance collective et donc de l'intelligence collective et la capacité à... D'où une injonction paradoxale ou un paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant besoin, côté collaborateur, de reconnaissance d'une singularité, d'une différence, d'une individualisation dans la façon dont on peut être géré, alors que dans le même temps, on n'a jamais eu autant besoin que les collectifs mobilisent l'intelligence pour travailler ensemble. Alors Dominique, d'ailleurs, nous dira peut-être dans les modèles comment on tient compte de ça, mais je pense c'est bien ça l'enjeu, c'est-à-dire que permettre aux gens d'être en vérité et de mobiliser leurs forces et de pouvoir incarner leur singularité sans nuire au collectif et tout en s'inscrivant dans une démarche collective la plus riche possible. Donc le leadership inclusif qui, dans un premier temps, reconnaît à chacun sa contribution et sa valeur. Deuxièmement, la valorisation des collectifs hétérogènes. Parce qu'en fait, maintenant, la recherche est assez claire. Dans un monde banni VUCA, plus les équipes sont hétérogènes, plus elles ont des registres de réponses possibles face à l'inattendu, aux catastrophes ou aux challenges que leur propose l'environnement. Donc, leadership inclusif, collectif hétérogène, respect des différences, mais pour créer des dream teams de personnes qui ont chacun des forces et qui vont pouvoir les combiner pour faire face à l'environnement, c'est le degré d'ambition qu'on doit avoir en management aujourd'hui. Une fois qu'on l'a dit, on mesure tous le challenge que ça pose et la façon dont ça nous pousse à regarder peut-être différemment les collectifs. Moi, à titre personnel, je préférerais que les recrutements, de plus en plus, aient aussi une dimension collective, c'est-à-dire diagnostic collectif d'une équipe, aussi bien du leader que l'ensemble des collaborateurs, pour aller chercher au-delà des hard skills, soft skills, des éléments d'hétérogénéité qui rendent l'équipe plus forte et qui diversifient sa capacité de réponse. Ce sera peut-être l'objet d'un nouveau webinaire, Philippe. Ça. Oui, effectivement, parce qu'au regard du nombre de questions en suspens, nous allons malheureusement pas pouvoir répondre à l'ensemble des requêtes de nos participants. Dominique, je vous laisse boucler finalement cette session de webinaire, une conclusion sur cette dimension d'intelligence collective et finalement l'apport de performance sur ce volet. Alors, l'intelligence collective, alors pour moi, c'est un sujet un peu particulier parce que c'est l'intelligence collective, en fait, c'est la manière dont on va collectivement résoudre une problématique, une situation. Et donc, ça va passer par contre, un élément clé, c'est la conscience collective de la situation. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les mêmes représentations de la situation, est-ce qu'on la comprend de la même façon, ou est-ce qu'elle est, ou est-ce que c'est une vue très personnelle, très individuelle, etc. Donc, il faut s'accorder déjà, c'est le premier ajustement dans la description même du phénomène observé. Ensuite, ça passe effectivement par de l'échange, de la coopération, de l'écoute pour faire en sorte qu'émergent des alternatives nouvelles, voire que de toutes ces alternatives qui sont proposées, émerge une alternative commune qui serait composée de toutes les alternatives énoncées. Mais il faut aussi, dans l'intelligence collective, bien repérer les contributions. C'est qu'il y a un moment donné, il faut prendre une décision. C'est-à-dire qu'on voit que, attention, l'intelligence collective, si c'est pour produire une idée qui est suffisamment satisfaisante dans ce contexte-là pour résoudre le problème, la question se pose quand même de dire à un moment donné qui c'est qui tranche, qui c'est qui a. Donc on retrouve des notions un peu historiques du leadership, de la capacité à trancher, capacité à inspirer, justement à conduire et à piloter les choses. Donc c'est assez, c'est vraiment un des phénomènes assez complexes, hein, l'intelligence émotionnelle, collective. Moi, j'aimerais conclure sur une question. Alors je l'ai plus sous les yeux, sur l'évaluation sur des facteurs de personnologie, sur des facteurs effectivement plus individuels qui nous permettent de comprendre les personnes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de jugement des personnes et que la suggestion en tout cas de cette personne serait de rester sur ce qu'il fait ou ben moi je dis attention à ça, attention à quand on évalue une personne sur ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fait, on ne l'évalue pas sur ce qu'elle pourrait faire.
Donc moi, je ne mets pas en cause cette idée de regarder la personne sur ce qu'elle a fait, sur son expérience, sur ce qu'elle en tire comme enseignement et ce qu'elle pourrait faire évoluer en le futur. Mais c'est surtout faire en sorte que la personne a une vision, et j'ai pas été assez loin tout à l'heure quand je disais une vision de soi, de son environnement, des autres, c'est une vision la plus juste possible, la plus claire possible pour elle. Ça, c'est le plus important. Et pour se confronter au futur, pour se confronter à des situations complexes, nouvelles, ou en tout cas pour s'adapter, il est important de limiter, d'augmenter pour la personne le pronostic de réussite. C'est-à-dire on va augmenter avec elle le pronostic de réussite à partir du moment où elle a une vision juste et claire. Je ne dis pas qu'elle va y arriver. Je ne dis pas qu'elle va réussir ça, mais je dis qu'elle va augmenter son pronostic, la qualité de son pronostic et surtout envisager le futur de manière optimiste. Et c'est ça l'important. Aujourd'hui, on a parlé effectivement de la crise sanitaire, on a subi un choc. L'évaluation primaire, hein, quand on subit un choc, c'est menace ou opportunité. Si on est menacé, si on ressent ça comme une menace, si on a ce sentiment-là, eh bien, effectivement, ça s'inscrit dans le questionnement, dans le doute, etc. Donc, il faut augmenter autant que faire se peut la possibilité pour l'individu d'envisager un pronostic optimiste, de pouvoir se projeter, de développer son sentiment de compétence et de pouvoir développer de fait des comportements résilients, enfin de développer la résilience à travers des comportements positifs. Et ça me semble important et ça passe par une vision plus claire, plus juste de soi, des autres et de son environnement. Bien entendu, il y a plein de choses qu'on ne peut pas, c'est imparfait, mais on peut quand même faire en sorte que la personne envisage, autant que faire se peut, un avenir désirable. Et c'est ça qui me paraît important. Et c'est comme ça la personne s'habillera d'une contribution nouvelle ou d'un habit qu'on peut appeler, ou d'un costume qu'on peut appeler le leader. Dominique Duquesnoy, merci beaucoup pour cette conclusion de cette heure qui a été très dense et très interactive. Je voulais m'excuser auprès des participants qui ont posé beaucoup de questions, mais malheureusement, nous n'allons pas pouvoir tous répondre à toutes les requêtes. Je voulais remercier également tous les intervenants, Michel Barabel, Bénédicte Biraud, Bénédicte Cognier, Dominique Duquesnoy pour ce webinaire. Dominique Biraud a dû quitter le plateau pour des raisons techniques, mais elle a tenu à 95% de la session du webinaire, donc c'est super. Merci. Et elle me charge de vous remercier, de vous saluer. Voilà, merci beaucoup pour l'ensemble de vos contributions. Je rappelle à nos participants que vous retrouverez ce replay du webinaire sur notre chaîne YouTube RH Matin très prochainement, et il y aura également un article sur RH Matin pour vous rappeler le lien les plus directs et les principaux éléments de ce webinaire. Merci beaucoup à l'ensemble de nos experts intervenants. Je vous souhaite une très bonne journée et au prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.